Maintenant, je vous prie de fermer les yeux, d'écouter ce que je vais vous dire et de rouvrir les yeux seulement quand je vous dirai de le faire. Fermez les yeux. Son principe est celui-là. Ce n'est pas, contrairement à ce que l'on pense, la volonté qui est la première faculté de l'homme, mais l'imagination. Chaque fois qu'il y a conflit entre elle et la volonté, chaque fois que nous sommes dans cet état d'esprit, je veux faire telle ou telle chose, mais je ne peux pas la faire. C'est toujours l'imagination qui l'emporte. Non seulement nous ne faisons pas ce que nous voulons, mais nous faisons précisément le contraire de ce que nous voulons. Il n'existe aucune image de cet instant précis, aucun film, aucune photo. On ne peut qu'imaginer ce bleu, ce rose, ces lueurs douces sur les masses sombres qui viennent d'apparaître à l'horizon. Quelques minutes encore, et les masses seront toutes proches, scintillantes par endroits, nettement découpées sur le ciel. Sur le pont, les passagers pousseront des cris de joie, plisseront les yeux vers la lumière. 8 jours qu'ils attendent ça. La statue, les gratte-ciel, tout un monde vertical et aérien. Aucun film, aucune photo. De temps en temps, j'ignore pourquoi, ça insiste. Je tape son nom sur Internet, de vieilles photos, l'air d'un clown triste, de la tendresse dans son regard. Dans les textes d'époque, on dit son amour des fleurs, on dit le brave Coué, le gentil Coué, on dit son sourire, encore et toujours. Un soir, j'achète le livre coloré. Les pages de la fin sont belles, fragments de lettres. C'est une série d'hommages, de témoignages patiemment collectés par Coué. Les gens lui disent « Au secours, merci, j'éprouve un grand bonheur. » C'est une jambe soudain guérie, c'est une victoire sur l'angoisse, c'est la toux soulagée, la confiance qui revient, l'espoir, la foi. Ces gens s'aveuglent sans doute, mais quelque chose vibre là, nos désirs, nos illusions, la vie même. Des hommes, des femmes, la plume tremble dans leurs mains, ils sont comme nous, ni plus crédules, ni plus seuls, leur douleur, leur candeur sont les nôtres. Et lui, Émile Coué, il est comme nous aussi. Il aimerait qu'on l'écoute. Il fait sa petite pub. Quelque chose vibre là, comme une fragilité. Chaque lettre qu'il recopie nous dit « Croyez-moi, aimez-moi ». Plaint-on assez les marchands de bonheur? Ils ont besoin de notre amour. Ils ne sont rien sans lui. Depuis le premier jour, dans ces fragments de lettres, il y en a une qui me touche plus que les autres. Une femme écrit, on ne connaît pas son nom. Elle raconte tout. Ses crises d'asthme, son mari sur le front, et puis l'horreur, juste après la guerre. La mort du fils unique, 10 ans. Tué en quelques jours par la grippe espagnole. Vient la rencontre, c'est en octobre 1919, une conférence d'Émile Coué. Un mois plus tard, dit-elle,
l'asthme est guéri. Et quelque part en elle, elle trouve cette force, cette folie-là d'écrire « Je suis forte, vaillante, courageuse. Que ne vous ai-je rencontré plus tôt ? Mon enfant aurait connu une maman gaie et courageuse. » Je lis ces mots, je pense Irène, ma marraine, une maman gaie et courageuse. Je pense à ses 2 filles, à son fils qu'elle a perdu. Je pense à sa bonté. Je la vois avec André, son mari, mon parrain. C'est l'automne, leur petite chambre. André est alité. Irène est tassée dans son fauteuil à la fenêtre. Elle dit « On a de la chance. On est ensemble. » Elle regarde les arbres, le ruisseau qui passe par là-bas. Des écureuils viennent parfois, elle les attend. Elle grimace, c'est son dos ou ses jambes. La douleur est partout. Ensuite, la grimace s'en va. Elle prend ma main. Je suis contente de te voir. Son sourire est radieux, presque irréel. Je m'approche d'André. Il s'accroche à moi quand je me penche pour l'embrasser. Des mondes passent dans son regard. Puis les images se brouillent. La lettre est devant moi, le livre coloré. Des mois plus tard, en novembre 2020, mon père m'appelle. Ils sont à l'hôpital tous les deux, Irène et André, ensemble. Réanimation, étouffement, c'est la maladie dont tout le monde parle. Je pose le téléphone. Dehors, la nuit, soudain, plus large. L'ordinateur, le halo bleu. Je tape Émile Coué. Venu d'où ? De très loin, de ma peur, de mon amour, du mensonge que j'avais besoin d'entendre ce soir-là. Tout va bien. Et d'un coup le voilà, comme une présence restée secrète, comme une manière d'être avec eux. Notre visage n'existe pas. Il est fait de tous les autres. On n'y voit que ceux des autres. Son visage à lui, c'est d'abord cette image, la plus ancienne qu'on ait de lui. Il a 4, 5 ans peut-être. On est vers 1860 à Troyes. Il y a sa mère, Catherine, encore toute jeune. Il y a son père, Exupère, 40 ans passés, le visage dur. Je les vois. Je vois le photographe, sa grosse machine, son vieux chapeau, l'atelier sans la poussière, l'alcool, des rideaux lourds, des colonnettes, tout un décor en carton-pâte, une toile tendue pour le fond gris. Émile a peur. Ses sourcils sont froncés, ses mains l'une dans l'autre, bien à l'abri, bien au chaud, sur la jupe de sa mère. Catherine sourit légèrement, le visage est régulier, le regard un peu lointain. Le père dit quelque chose. Il est adossé contre un mur, il est pressé, il prend toute la place, agacé déjà, sa casquette à la main, une casquette énorme, très sombre. L'écusson brille. C'est son tour. Le photographe lui montre une chaise. Il s'installe lourdement. Il a voulu ça, une autre photo pour lui seul, Exupère Coué, employé au chemin de fer. Il choisit la pose aussi. Un avant-bras sur une table, l'autre sur la casquette. Les plis dans l'uniforme, l'air impénétrable. Barbiche, joues creuses, pommettes saillantes. Il se relève, jette l'argent sur la table, c'est terminé. Émile et Catherine le suivent sans dire un mot. Il marche vite, il compte, il calcule. Il est ailleurs déjà, dans la mélancolie des gares. Il est devant ses trains, le doigt sur sa montre. Catherine s'attarde un peu sous les arbres. Émile trottine. C'est l'enfance. C'est l'enfance lente comme un dimanche d'août. Il n'a ni frère ni sœur. Les trains arrivent, les trains s'éloignent, sans surprise et sans mystère. Une cloche sonne. Son père pose une main froide sur son épaule. Sa mère regarde les nuages. Il s'ennuie. Il court à travers les rues. Il regarde les nuages lui aussi, sans savoir qui chercher. Parfois, son père pousse un soupir, évoque son enfance à lui, la Bretagne verte et les demeures de granit, son propre père qui signait Coué de la Châtaigneraie, son grand-père sieur de Latouche et sénéchal de Serran. Car Émile Coué vient de là,
de la noblesse d'Ancien Régime, des longues cavalcades féodales sur une lande. Je lis ça dans les archives. J'admire les signatures. Je note les graphies dans un carnet. Tantôt coué, tantôt coué, 1, 2 syllabes. Mais rien n'en est resté. Ni le nom, ni l'argent. Exupère baisse la tête en rajustant sa casquette de cheminot. Émile détourne les yeux, n'ose rien dire. Il a peur de blesser. La seule présence du père le tétanise. Sa mère raconte, elle aussi. Il y a du rêve dans sa voix. Elle raconte l'atelier, son père à elle, calandreur, le papier qu'on écrase, qu'on ajuste, qu'on lisse avec amour, la vie urbaine, l'église du quartier, les cheminées sur les toits. Et tout en parlant, elle se met à sa hauteur. Elle renoue ses lacets, prend sa joue dans sa paume, lui montre les essaims d'oiseaux qui battent des cils là-haut, ou les cercles dorés que font les cailloux sur la Seine. Elle dit « Regarde », et il regarde. Elle dit le mot « joie » qu'il répète après elle, et alors la joie passe des oiseaux aux cailloux sur la Seine. Elle passe sur son visage, elle passe partout où elle la montre, sur l'arbre mort du boulevard, sur les rideaux sombres du salon, sur le sarrau noir des écoliers. Elle dit encore « La joie se ramasse, la joie se cueille. Elle est une chose concrète, avec un poids, une forme, des contours. Elle est dans le brin d'herbe qu'on peut toucher et la fenêtre qu'on peut ouvrir. » Puis c'est le soir et la petite chambre. Émile tourne les pages d'un livre d'images pieuses. Les disciples sur la barque, le doigt levé du Christ, les aveugles qui voient et les paralytiques qui marchent. La flamme de la bougie vacille, de grandes ombres tombent autour de lui. Il s'endort sous des essaims d'oiseaux et n'entend pas sa mère venue souffler sur la bougie. Il ne voit pas sa tristesse de grande personne. Tout cela, je l'invente, bien sûr. Je fais du coué, j'imagine. Pour l'heure, il a 10 ou 12 ans. Son père est avec lui, le doigt sur une montre, la tête pleine de chiffres. Les chiffres deviennent des dates. Les années passent et la famille s'en va. Nogent-sur-Seine d'abord, puis Montbédy dans la Meuse, pour finir la ville de Troyes, comme au début. Exupère est fatigué des mutations. Il est presque vieux maintenant, il grogne, il serre les poings. Catherine pose des fleurs sur la table en attendant les jours meilleurs. Émile a grandi. Il rêve aux cavalcades, peut-être, aux châtaigneraies bretonnes. Ou alors il ne rêve pas. Il travaille. Il est bon élève. Le voici déjà bachelier. Il veut devenir chimiste. Le père refuse. Études trop longues, trop coûteuses. Il sera pharmacien. C'est-à-dire d'abord stagiaire, puis commis. Il sera nourri, logé, blanchi. Il s'inscrira bientôt à l'école supérieure de pharmacie, rue de l'Arbalète, à Paris. Émile accepte. Il a peur. Il a 20 ans. A-t-il jamais été jeune ? Il veut plaire à son père. Il veut un jardin, des chats, de la douceur, quelqu'un qu'il aime plus tard. Être heureux à sa manière, un bonheur discret, paresseux, un bonheur bien à soi. Paris l'effraie. Les jeunes loups et les pontes de la faculté dessinent un monde qui ne sera jamais le sien. Émile Coué, pharmacien, ce sera bien assez, peu importe où, à Troyes, si possible. Il rentre au pays tous les étés. Son père l'attend sur les quais, chaque fois plus sombre. Il l'interroge sur son classement, sur ses notes, écoute à peine. Émile meuble comme il peut, les ponts sur la Seine, la beauté de Notre-Dame, le froid qu'il fait dans sa chambrette le soir. Exupère ne parle plus. Dans ses yeux, Émile lit « non » ou « pas assez » ou « pas toi ». La mère ouvre la porte. Elle a les traits tirés. C'est pire d'année en année. Émile lui tend des fleurs, les met dans un vase. Il dit d'une voix complice « La joie se cueille ». Elle le regarde et répond « Mon fils ». Ou alors « Les choses changent, tu sais ». Ou alors « C'était il y a longtemps ». Est-ce qu'il comprend, Émile ? Il devine sans doute. Son père va mal,
Alors sa mère va mal. Son père est un grand trou, une spirale. On se penche et on tombe. Ça n'a pas de nom. C'est fait de douleur, de colère et de silence. Émile baisse les yeux. Il attend. Les bouquets fanent. Puis les années passent encore. Et c'est le retour pour de bon. Il descend du train. Sa mère l'embrasse sur le front. Il est pharmacien de première classe. Il est pris comme associé. Il est barbu. Il est serré dans un costume noir trop étroit pour lui. La cravate de travers. Souriant. Souriant comme personne. Et il nous tend les bras derrière le comptoir d'une officine. « 1884, 1885, peut-être. C'est l'hiver, c'est l'automne, on ne sait pas trop. Dehors, cette lumière d'après la pluie qui, à elle seule, nous est un réconfort. La porte de la pharmacie s'ouvre. Une femme. Elle souffre. Elle réclame des cachets, une fiole, n'importe quoi, quelque chose qui la soulage. Émile fait non de la tête, pas d'ordonnance. Elle insiste. Elle veut du laudanum. Il se tait, réfléchit un moment, lui adresse enfin ce sourire désarmant, sincère et commercial qu'on lui verra toujours plus tard. Sa voix est douce. Il demande un instant. Dans l'arrêt-boutique, il prend de l'eau distillée, du sucre, du colorant. Sur le flacon, il écrit des mots savants, des dosages. Il revient, tend la chose à la dame. « Attention, c'est très dangereux. 2 gouttes, maximum. » Le lendemain, la femme est de retour. Elle veut juste dire merci. Le remède est une merveille. C'est l'hiver, c'est l'automne. En tout cas, c'est un grand jour. Une leçon qu'Émile méditera jusqu'à sa mort. L'imagination fait tout. Effet placebo, oui, il a compris ça. Qu'avant le remède, il y a le désir de remède et le besoin de croire. Quand il rentre, Lucie le regarde avec douceur, la tête posée dans le creux de la main. Il ne tient pas en place, passe du fauteuil à la chaise, lui prend les bras, redit les mêmes choses. La famille a cru, elle va mieux, elle va guérir. On y est, c'est fait. L'événement a eu lieu, la nouveauté, l'étincelle. Émile était un autre homme, plus tout à fait pharmacien, pas tout à fait menteur, guérisseur peut-être, ou comédien. Durant toute son existence désormais, il portera dans ses 2 mains cette joie et ce fardeau, revivre ce moment, se tenir devant nous et nous dire « J'ai quelque chose pour vous, j'ai trouvé une solution, vous irez mieux demain, vous aurez une vie meilleure. Tant pis si c'est mentir, tant pis si c'est faux, tant pis s'il n'y a rien, si la suite est pire. L'illusion est un secours, le seul secours peut-être. » Quand il rentre ce jour-là, ses parents l'attendaient. Lucie est au piano, le dos très droit, le visage ailleurs, consolée comme on peut l'être par la musique, juste un peu, pas longtemps, mais jusqu'au fond de soi. Catherine arrange un bouquet de fleurs sur la table. Dehors, la lumière de 6 heures et sa douceur. Émile s'enferme dans son bureau. Plus tard, c'est le bruit des assiettes, le saladier, l'odeur des pommes de terre. La lueur d'une lampe jaillit. Le vin s'enflamme dans la carafe. Un papillon gris s'affole, se jette aux poutres, frôle la nappe. Un verre se brise. Exupère s'est levé, le poing crispé. Le parquet grince sous la lourdeur des pas. Alors soudain, ça crie, ça explose. Émile tient tête. Émile dit non. Exupère recommence. C'est sa faute à lui. Le pharmacien, toujours ailleurs. Il n'a rien fait pour elle, pour Lucie, la mère qui perdait son enfant sans qu'il ait rien perçu. Et tous ces gens qu'il fait venir ici, dans la cour, dans le hangar, c'est ça. L'un d'eux sera venu avec la mort sur lui, une maladie étrange, de quoi tuer, de quoi lui prendre son héritier, son espoir, la descendance du sénéchal. Et les voilà,
dressés, l'un contre l'autre. Même silhouette, même douleur éperdue, même regard qui dit non, pas assez, pas toi. Le père suffocant, le fils plus fils que jamais, soulevés par une même colère, sûrs de leurs droits, prenant à témoin Catherine et Lucie, s'accusant de 1000 choses restées secrètes, s'offrant leur dégoût en spectacle. Tu sais ce qu'on dit de toi? Tu le sais? De ton cirque? Émile hausse les épaules, réclame des noms, prêt à défier le monde entier. Puis d'autres mots éclatent. Déshonneur, ridicule, déception, charlatan, charlatan. Les têtes s'enfoncent dans les mains, les chaises cognent contre la table. Tu n'es rien, tu n'es personne. Exupère s'exaspère. Émile enrage devant la colère nue. L'échec, le grand trou qu'est devenu son père. Et c'est une joie, d'un coup, qui se bâtit contre lui. Une joie féroce, une joie qui dit « Je veux, je ferai ». Il rit d'un rire affreux, méchant, blessé. Lucie alors se lève d'un coup, la main sur le ventre, plus forte que deux. Du mépris passe dans ses yeux. Exupère s'écroule dans un fauteuil. Émile ouvre une fenêtre, aspire l'air froid. Catherine ramasse le verre. Lucie retourne à son piano. Le papillon s'envole. La nuit est comme un grand trou. On voudrait que la vie nous rende ce qu'elle nous prend. Mais la vie ne rend rien. Elle nous fait des promesses qu'elle ne tient pas. Les glaïeuls s'ouvrent et le monde n'est pas moins vide. Au pré aussi, c'était l'absence. Tout la disait. La rivière sans canne à pêche, la balançoire sans plus personne. Je n'ai aucun souvenir de lui, Joël. Je ne me souviens que des photos, chez Irène et André, partout. Sur le mur du salon, un garçon en kimono. À la cuisine, son visage en gros plan, tout sourire, avec une grande fleur jaune. Plus tard, quand ils ont quitté leur maison, ils ont pris les photos avec eux. Il avait à peu près mon âge. Il jouait dehors, juste devant chez eux, avec une boîte de conserve qu'il traînait au bout d'un fil. Un camion l'a renversé. Sa grande sœur a tout vu. Elle n'a rien pu faire. C'était au milieu des grandes vacances. La famille revenait d'un voyage en Normandie. André était sapeur-pompier, secouriste. Il connaissait tout le monde. Le conducteur du camion, les secours. Dans leurs heures de loisirs, Irène et lui faisaient du théâtre en alsacien. C'était des sketchs, des histoires de village, des quiproquos. Ils étaient très drôles, me racontent mes parents. Ils ont tout arrêté d'un coup. André, au même moment, a quitté les secouristes et les pompiers. Il répétait « J'ai sauvé tant de vies, mais pas la sienne. » Irène répétait « Il faut faire face. » Je n'ai jamais vu pleurer, sauf cette fois-là, dans le souvenir de mes 4 ans. L'annonce nécrologique découpée dans un journal. La scène a-t-elle vraiment eu lieu? Notre mémoire se fait des romans parfois. Elle était gaie, Irène. Une maman gaie et courageuse. Parce que c'est 2 filles. Parce que la vie, tout simplement. Elle aimait les grandes tablées. L'impression d'être au complet. Elle aimait faire des cadeaux, des légumes du potager, des broches en émail qu'elle fabriquait elle-même, des bibelots de plâtre. Elle aimait la couture, elle faisait ses vêtements, c'était moins cher, c'était plus beau. André aimait les souvenirs de la guerre, le vieux bidon, les munitions. Il aimait son casque de pompier, qu'il polissait avec sa manche. Il aimait m'effrayer avec sa grosse voix,
Il aimait refaire le monde un verre à la main. Il aimait dire « on n'est pas chez les riches ». Ils aimaient la Dordogne et les plages de Normandie. Ils aimaient rire, rire malgré tout. Ils chérissaient leurs filles et la mémoire du passé. Je crois qu'ils m'aimaient moi, et cela comptait. J'étais cajolé, trop gâté. Et je les regardais sans bien comprendre, démuni face à eux, sachant vaguement cela. Il y avait eu Joël. Ils survivaient. Ils s'accrochaient l'un à l'autre, à leur famille, à leurs amours. Aujourd'hui, ils sont morts tous les deux. D'abord André, ensuite Irène, 1 an et demi après lui, au moment où j'écrivais ce livre. Nous sommes la somme de nos amours. Et c'est la seule chose qui restera de nous. Une femme s'avance. Elle est jeune, elle est vieille, peu importe. Elle regarde la façade, elle regarde le ciel. Elle fait un pas, arrange un peu son chapeau ou son foulard ou ses cheveux, lève les yeux, regarde encore. C'est là, c'est l'adresse, la grande maison blanche au bout d'une rue en pente, les hautes fenêtres, les petites fleurs sculptées sous le balcon, des cloches quelque part, un oiseau. À l'étage, les fenêtres s'allument, s'éteignent. La femme n'est plus seule. Ils sont 4, ils sont 10. Mouvement de chapeau, regard fuyant. C'est un beau matin au printemps. Les derniers jours d'hiver, peu importe. C'est l'attente, c'est tout un espoir, tout un demain qu'on voudrait un peu plus doux. Ils sont 15, ils sont 20. Des amis, de la famille, des voisins, des curieux. Ils attendent devant la grille. Ils attendent Émile. Il est là, lui aussi, quelque part derrière la porte. Il a la trouille. Costume noir, nouvelle chemise, il murmure quelques phrases d'une voix très basse. Ses oreilles bourdonnent, son cœur s'affole. Retrouvera-t-il les mots, les gestes? Il met la main sur la poignée, hésite encore un peu, se retourne. Ses yeux tombent sur un grand bouquet d'iris. Lucie est derrière lui, glisse un mot dans son oreille. Il finit par ouvrir. C'est la première séance, la première fois ici, à Nancy. Émile va de l'un à l'autre, serre des mains, dit merci. Il y a les politesses, puis les choses sérieuses. Tout le monde le suit au salon. Il y a disposé des chaises tout à l'heure. Lucie s'installe dans le fond. Ça commence par une leçon. Émile revient sur son parcours. L'hypnose, l'hypnotisme doux, les années d'expérience. Il analyse, il affirme, donne des exemples. Les mots s'enchaînent et se bousculent. Des mots qui lui ressemblent, des mots épais, des mots bruts, des mots qu'on pourrait palper, fourir, dormir, mal aux dents. Des mots simples pour expliquer cette chose simple, notre esprit, car nous sommes simples. Nous voulons aller bien, nous allons mal. Nous voulons faire, nous ne faisons pas. Nous voulons. Tout le problème est là. La volonté nous brime, elle nous use, elle nous ronge. Vouloir faire, c'est échouer. Plus on veut dormir et moins on dort. Où trouver le sommeil alors? Émile a la réponse par l'imagination. J'imagine le bonheur et je serai heureux. J'imagine la santé et je serai bien portant. Il faut juste planter la graine. Et comment faire? Émile le sait. Émile jubile, c'est évident comme un essaim d'oiseaux dans le ciel. C'est facile comme jeter des cailloux dans l'eau. Il faut parler. Rien d'autre. Se parler à soi-même. Prendre les mots un à un, les répéter très vite, comme une machine, comme un enfant, 20 fois au réveil, 20 fois au coucher. Je suis serein, je n'ai pas mal, comme ça tous les jours de notre vie. Après, les mots vivent la leur de vie. Ils se logent Dieu sait où, dans notre cœur, dans notre esprit,
Puis il nous change. Comment? Par quel secret? Il ne sait pas. Il sait les mots qui disent la guérison, c'est tout. Et il croit qu'ils la font. Il sait mettre du sourire dans sa voix, il sait la couleur, il sait l'espoir. Et il met sa foi dans les mots. Alors il répète, Émile. Dieu sait s'il se répète. Il ne fera plus que ça tous les jours de toute sa vie, de conférence en conférence, de rencontre en rencontre, toujours les mêmes conseils, toujours les mêmes vérités, toujours les mêmes salades. Mais pour l'heure, il est dans son salon. Les gens sont encore là, la séance n'est pas finie. Émile est bavard, mais Émile aime agir aussi. La thérapie commence. Il va de chaise en chaise. Eh bien, qu'avons-nous là? De quoi souffrez-vous, mon ami? Ah, ne dites rien, je le vois à vos yeux. Aux uns, il prend la main. Aux autres, il dit « ça passe, ça passe, ça passe ». Répétez donc cela, oui, chaque matin, chaque soir. Vous n'avez pas besoin de canne, vous n'avez pas besoin de canne. Oui, faites-le sans trop bouger les lèvres, que les mots sortent à peine. Parlez vers l'intérieur, parlez à votre esprit. Dites à votre mal « tu m'as eu, tu ne m'auras plus ». Lucie ne l'a jamais vu ainsi. Personne ne l'a jamais vu ainsi. Il a l'énergie des grands acteurs. Il se penche, se redresse, ouvre les bras, éclate de rire, et tous ses gestes sont l'autre nom de sa tendresse. Il reprend la parole. C'est tout un discours, toujours le même, débité d'une voix lente et douce, monocorde, apaisante. Je ne veux pas essayer de vous endormir, cela ne servirait à rien. Je vous prie de fermer les yeux simplement pour que votre attention ne soit pas distraite par les objets qui frappent votre regard. Dites-vous bien maintenant que toutes les paroles que je vais prononcer vont se fixer dans votre cerveau, si imprimées, si gravées, si incrustées, qu'il faut qu'elles y restent toujours fixées, imprimées, gravées, incrustées, et sans que vous le vouliez, sans que vous le sachiez, d'une façon tout à fait inconsciente de votre part, votre organisme et vous-même devrez y obéir. Je vous dis d'abord que toutes les nuits, à partir du moment où vous serez couché jusqu'au moment où vous vous lèverez le lendemain matin, vous dormirez d'un sommeil profond, calme, tranquille, pendant lequel vous n'aurez pas de cauchemar et au sortir duquel vous serez tout à fait bien portant, tout à fait gai, tout à fait dispos. S'il vous arrivait quelquefois d'être triste, d'être sombre, à partir de maintenant, il n'en sera plus ainsi. Et au lieu d'être triste, sombre, ou au lieu de vous faire du chagrin, vous serez gai, bien gai, gai sans raison, c'est possible, mais gai tout de même, comme il pouvait vous arriver d'être triste sans raison. Je dirais plus, même si vous avez des vraies raisons, des raisons réelles de vous faire de l'ennui et du chagrin, vous ne vous en ferez pas. J'ajoute que tous vos organes fonctionnent bien, le cœur bat normalement et la circulation du sang s'effectue comme elle doit s'effectuer, les poumons fonctionnent bien, l'estomac, l'intestin, le foie, les reins remplissent normalement leurs fonctions. Si l'un d'entre eux fonctionne actuellement d'une façon anormale, cette anomalie disparaît un peu chaque jour, de telle sorte que dans un temps peu éloigné, elle aura disparu complètement et cet organe aura repris sa fonction normale. De plus, s'il existe quelques lésions dans l'un d'eux, ces lésions se cicatrisent de jour en jour et elles seront rapidement guéries. En somme, je veux que, à tout point de vue, tant au point de vue physique qu'au point de vue moral, vous jouissiez d'une excellente santé, d'une santé meilleure que celle dont vous avez jamais pu jouir jusqu'à présent. Maintenant, je vais compter jusqu'à 3, et quand je dirai 3, vous sortirez de l'état où vous êtes, et vous en sortirez bien tranquillement, comme si vous sortiez du sommeil naturel, vous serez bien éveillé, pas engourdi, pas fatigué le moins du monde, tout au contraire, vous vous sentirez fort, vigoureux, alerte, dispo, plein de vie. De plus, vous serez gai, bien gai et bien portant à tous égards. Puis quand vous serez parti, quand vous serez chez vous, ce soir, demain matin, vous vous répéterez les paroles que je viens de prononcer, sans y penser, et ces paroles rouleront dans votre esprit et se fixeront dans votre inconscient, qui les emploiera pour son plus grand bien. 1, 2, 3. L'été 14. Les affiches sur les murs, les longs cortèges, les larmes, la colère, la peur,
Nancy n'est qu'à 10 km de la frontière avec l'Allemagne. Les premiers obus tombent sur la ville en septembre. À sa manière, Émile combat. Pas les boches, non, bien sûr, mais la peur, le désespoir, les blessures qu'on voit et celles qu'on ne voit pas. La plupart des médecins sont sur le front. Beaucoup sont morts. Beaucoup ont mieux à faire, des jambes à amputer, des corps à recoudre. Il faut bien du courage pour aller les voir, leur dire ses petits doutes. Il faut bien de l'argent aussi. Et pourtant, la vie s'obstine. À peine différente à certains égards, elle est toujours dans le blé qui lève, elle est toujours aussi dans le cœur qui s'affaiblit, les douleurs qui nous surprennent, l'abcès qui nous inquiète, la rougeur qu'on n'avait pas vue la veille. Alors, chaque jour davantage, ils viennent chez lui, Émile. Les soldats ont permission, les vieux parents brisés, les épouses restées seules. Ils viennent de Nancy, des villages alentours, d'Épinal, de Saint-Dié. Ils arrivent sur des charrettes, à dos de mulets. Certains ont une voiture, il y a des riches aussi. Pendant les séances, quelque chose du visage des uns passe dans celui des autres. C'est le même tremblement léger des paupières, la même soif, la même demande. Toutes les détresses se ressemblent. Bientôt, la Lorraine entière connaît l'adresse. La longue rue en pente douce, la grande maison blanche avec ses deux pointes qui se donnent l'air de tour, les svastikas sur la grille. C'est chez le bon docteur, celui qui ne vous juge pas. Celui qui vous accepte tout. Le pauvre rhume, les oreilles qui bourdonnent, la peau qui gratte, les idées sombres. Il ne demande rien, pas d'argent. C'est son loisir, sa mission, on ne sait pas trop. On s'en fiche au fond. Il est là. Grand discours, main sur le cœur, drapeau qui claque, l'armistice, enfin. Partout, la mort, les blessures, les stigmates. Plus jamais ça. Reconstruire maintenant, surmonter. Émile s'avance d'un pas, on l'appelle, on le veut. Il s'étonne. Moi qui doute? Moi le vieux? Oui, toi aussi, même toi. Tout est bon à prendre quand il faut vivre. Émile regarde autour de lui, voit les ruines, voit la détresse. Il voit Lucie qui l'encourage, le cognacier qui perd ses feuilles, les petites gloires des jours passés. Est-ce qu'il y croit encore? La question ne se pose plus. Il avance, il joue le rôle qu'on attend de lui, il rouvre sa porte, fait de la place dans son salon, accueille les malades encore, les délaissés, les fragiles, les sans espoir. Les choses se font d'elles-mêmes, les lettres, les entretiens, les heures dans les gares. Émile suit le mouvement. La machine est lancée, et la machine, c'est son corps, aux mains gercées, aux pieds lourds. Mais il avance, Émile. Il va où on l'envoie, spectateur du monde et de sa vie, traversé par le monde et le fuyant portant, chaque jour plus étonné, chaque jour moins maître. Rue Jeanne d'Arc à Nancy, on pourrait sentir le sol trembler. La queue s'étire. Les journalistes sont là, appareils photo, crayons à l'oreille, calepins sortis. Les formules sont déjà prêtes. Le plus grand optimiste de France, les miracles de Nancy, l'éminent psychologue, un jardin tout en fleurs, un aimable vieillard tout gris, tout rose. Et les malades, toujours. Les malades descendus des voitures, des trains, ça gronde et ça frémit. Émile sort de la chambre, descend l'escalier, la porte est devant lui. Costume noir, nouvelle chemise, son cœur s'affole, il met la main sur la poignée, hésite encore un peu. Ses yeux tombent sur un grand bouquet de roses. Lucie est derrière lui, glisse un mot dans son oreille. Et de jour en jour, de semaine en semaine, c'est un flot, 60, 70 personnes à chaque fois, des séances qui s'achèvent, d'autres qui commencent dans la foulée. Émile tourne, Émile se penche, se redresse, ouvre les bras, éclate de rire, et tous ces gestes sont l'autre nom de son angoisse. Il a 64 ans, il est une star. Sa vie désormais ne sera plus qu'une longue série de conférences, de voyages, de malades alignés devant chez lui.
Chaque jour, des dizaines de lettres lui parviennent. Il répond, il encourage, il explique, il donne des ordres. Dans toute la France, il a ses disciples et ses évangélistes. On se réclame de lui, on raconte son histoire. On se rend à Nancy comme on part en pèlerinage. Partout, médecins, infirmières, instituteurs, percepteurs, artisans, militaires en retraite, prêchent la bonne parole, se réunissent en son nom, communient dans son nom. Partout, des fidèles se réveillent et se couchent, en sachant qu'ailleurs, dans chaque ville, au fond de chaque village, d'autres qu'eux murmurent les mêmes paroles, au même moment peut-être, dans une même voix, triturant avec ferveur la même corde à 20 nœuds. C'était ce qu'ils cherchaient peut-être. Se fondre dans un groupe, appartenir, avoir une place. Ils sont couéistes, ils sont heureux, ils vont mieux de jour en jour. Tant pis si c'est un mensonge, tant pis s'ils se lassent, tant pis si la douleur est toujours là, si la tumeur gonfle, si les corps se tordent, ils auront eu cela qu'on ne leur enlèvera pas. Ils auront été moins seuls. Ensuite, pour Émile, c'est l'extase américaine. Tout s'enchaîne, tout s'accélère, ça tourne, c'est le vertige. Il est partout, sur toutes les lèvres, sur tous les murs, dans chaque journal. Il hallucine, Émile, et il galope comme jamais. 80 conférences en 5 semaines, New York, Washington, Philadelphie, Cleveland, puis Pittsburgh, Dayton, Détroit, Chicago, Buffalo, Rochester, le tout à 66 ans ou presque, 36 jours de tournée, 36 jours les pieds à l'étroit dans ses petits souliers noirs, la gorge sèche, la voix usée de chanter, chanter encore, les merveilles de la répétition. Alors il fatigue, Émile, il compte les jours, il guette la nuit, le silence, la vitre froide où il pourra poser son front. Il attend ce moment, il attend ce face-à-face tranquille avec le ciel noir et les lumières de la ville. Pas de rôle à jouer, pas d'Émile Coué, pas de personnage, pas de Miracle Man. Juste lui, ses doutes, ses questions, tout ce qui tremble. Il y a les incurables, les grands blessés, les cancéreux. Il y a les anxieux, les insomniaques, les sombres, les énervés, ceux qui ne mangent plus, ceux qui mangent trop, les fatigués, les endormis, les colériques, les curieux. Il y a les blouses noires et les blouses bleues, les fins gilets de soie, les tabliers, les chaussures pleines de terre, les colliers de perles, les culottes courtes et les rubans. C'est le monde en raccourci. Ils attendent, ils espèrent, ils sont la soif et le désir. Elle est mieux dans sa tête, dans son corps, elle est mieux de jour en jour. La vie comme longue convalescence, la fin des pesanteurs, le temps qui se retourne, demain mieux qu'hier, demain sans vieillir, demain sans la mort qui s'avance d'un jour en plus. Ils ont cet espoir-là, ce désir vieux comme le monde. La veille, dans un journal, sur une affiche, ils ont vu ce petit homme rose qui, soudain, lui a prêté son visage. Alors les voilà, en file, lourds de leurs rêves, avec leurs mains jointes, leur corps voûté, tout ce qui vacille en eux. Ils viennent pour voir, ils viennent pour croire. Suis-je si différent d'eux? Ils attendent, ils espèrent. J'écris, c'est pareil. C'est fuir, c'est se mentir. C'est regarder le monde, le grand réel vide et creux, et lui donner de beaux habits, le colorer de mots, tout miser sur ces mots. Écrire, c'est cesser d'affronter, c'est l'aveuglement heureux, c'est une joie qu'on s'invente, la vie meilleure. Close your eyes, have no fear.
father's gone, he's on the run, and your daddy's here. Beautiful, beautiful, beautiful boy. Beautiful, beautiful, beautiful boy. Before you go to sleep, say a little prayer. Every day, in every way, it's getting better and better. Beautiful, beautiful, beautiful. Beautiful, beautiful, beautiful boy. Out on the ocean, sailing away, I can hardly wait to see you come of age. But I guess we'll both just have to be patient, 'cause it's a long way to go, a hard road to hoe. Yes, it's a long way to go, but in the meantime, before you cross the street, take my hand. Life is what happens to you while you're busy making other plans. Beautiful, beautiful, beautiful boy. Beautiful, beautiful, beautiful boy. J'ai 8 ans, j'ai 10 ans. On est chez Irène et André, dans leur village. Ce qu'ils appellent le pré. Ils passent là leurs dimanches, leurs étés, des fleurs, un hangar plein de bois, des chaises longues, un potager. La rivière coule à côté. Les glaïeuls s'ouvrent. Irène m'aide à construire une balançoire avec une planche posée en équilibre sur un grand pot. André s'allonge, s'endort, oublie la clinique, les brancards, son métier d'infirmier. Irène retourne un peu la terre, longe la rivière. Elle oublie le travail en cuisine, la récolte du tabac, les patrons qui exploitent. Il fait chaud, je demande quand on rentre. Mais eux sont bien là-bas. C'est l'insouciance. C'est la vie habitée. Leurs jours bleus et verts sous les arbres. J'ai 4 ans, c'est mon plus vieux souvenir. Il écrase tous les autres. Je suis chez eux pour quelques jours, c'est l'hiver. Je suis un peu leur fils. Irène prépare un bain. Je ne veux pas de bain, je veux le pistolet jaune qui fait du bruit. Dans ma mémoire, juste après, Irène pleure dans la cuisine. Sur le frigo ou sur le four, un petit papier gris découpé dans un journal. Irène le prend, me demande si je sais lire. Elle me montre les lettres. Je ne comprends pas les mots.
Ça parle d'une église, ça annonce une date, le papier est froissé. Je sais lire les capitales. Il y a un J, un O, un E, un L. C'est le prénom de leur fils. Irène pleure un peu plus fort. Je regarde dehors. Pourquoi neige-t-il toujours dans les souvenirs d'enfance ? Dehors, quelque chose bouge. Un oiseau, la branche d'un sapin. Le visage d'Irène s'éclaire. Elle tend le doigt, me montre le ruisseau, me dit le nom des arbres. Son dos se redresse un peu. Elle raconte les écureuils, la brume au petit jour, les branches lourdes sous la pluie. Elle raconte le soleil qui vient de gauche, le ruisseau qui déborde, la neige qui nous rend notre enfance. Elle me dit que des renards passent par là, sans doute, qu'elle espère en voir un jour. Il faut bien qu'il y en ait. Il y en avait souvent avant, sur la route du pré, ou avant encore, près de la ferme de son père. Parfois, elle devine des empreintes sur le sol. Elle me dit qu'elle imagine. Elle me dit qu'elle aime avoir des choses à espérer. Bientôt, la télé n'existe plus, la chambre n'existe plus. Nous sommes ce regard partagé et mon souvenir, peu à peu, se défait dans la nuit. Puis ma chambre, les arbres noirs, ces mots que je murmure, maman gaie et courageuse. Elle avait sa propre méthode, Irène. Elle attendait les écureuils et les renards. Elle savait cueillir la joie, tous les jours, à tout point de vue. Et si la joie était partie, elle s'en inventait une. L'espace d'un instant, j'ai la tentation de tout lui raconter. Nancy, la méthode Coué, lui parler d'Émile, lui parler comme lui, peut-être, s'ouvrir à la joie, croire au lendemain. Je renonce aussitôt. Je sais son corps plié en deux, je sais la mort autour d'elle. Quelques slogans répétés n'y changeront rien. On insulte la douleur à vouloir la nier. Seul le silence me paraît digne. Irène m'a dit qu'elle ne m'oublie pas, qu'elle a commencé une lettre pour moi. Elle m'embrasse, elle raccroche. Ensuite, je reprends mon carnet, j'écris cette chambre, j'écris les arbres noirs. Le silence ne suffit pas. La vie est plus douce quand on la vit avec des mots. Le printemps s'achèvera, l'été viendra, l'automne. À la fin du mois d'octobre, Irène s'en ira tout à fait. Devant l'église, l'une des filles d'Irène s'approchera de moi. Elle m'annoncera qu'il y avait une feuille dans la chambre, à la toute fin. Une feuille avec mon prénom, puis des ratures. Je ne saurais jamais ce qu'Irène voulait me dire. Ce silence lui ressemble. Écrire, c'est peut-être ça, répondre à une lettre jamais reçue. Avant de repartir ce jour-là, je demanderai à mes parents de me conduire au pré. Je ne reconnaîtrai rien, sauf la rivière, le hangar, l'ancien potager, l'étendue d'herbe. Tout sera moins grand que dans mes souvenirs d'enfance. Le village sera moins loin, les arbres moins nombreux. Je comprendrai cela. J'avais mal regardé autrefois. On ne regarde jamais assez tant qu'il est temps. On se dit que les choses seront là pour toujours, sous nos yeux. Il faut qu'elles soient finies pour comprendre comme elles nous échappent et comme elles nous manquent. Et il faut qu'elles soient finies depuis longtemps pour comprendre ça aussi. C'est parce qu'elles finissent qu'elles sont belles.